c'est pas mal ça. Pas possible. Ah, si c'est possible. Jackpot. Jackpot. Enfin chez soi. Parmi les futurs possibles de l'humanité, il y en a que l'on appelle les futurs post-apocalyptiques, qui consistent en quelque sorte à une catastrophe et l'humanité qui survit juste après. Les animés japonais, comme tant d'autres, se sont inspirés de ce futur possible pour sortir des séries particulièrement intéressantes. Le post-apocalyptique, ou post-apo, c'est clairement le contraire des lendemains qui chantent. Il s'agit la plupart du temps d'un futur où, après une catastrophe, ce qui reste de l'humanité se bat pour sa survie dans un monde devenu hostile. Dans un tel futur, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Les notions de solidarité et d'humanité laissent la place au chacun pour soi. Alors il y a deux choix, soit on est un maître toute catégorie confondue d'un art martial ancestral, soit l'on s'arme d'un pétard capable de faire assez de trous dans le premier qui en voudra à votre vie. C'est justement cette dernière catégorie qui nous intéresse, celle avec les armes, justement. Sinon vous ne seriez pas là et vous ne regarderiez pas la vidéo. Voyons ensemble comment sont gérées les armes et comment sont représentées les armes dans l'anime qui va suivre. Mes amis, Desert Punk. Desert Punk. Alors Desert Punk, qu'est-ce que c'est? À la base, il s'agit d'un manga de type seinen du nom de Tsunakozu qui a été traduit en Desert Punk, un putain de traducteur, dont le premier volume est sorti au Japon le 4 août 1997, créé par le mangaka Masatoshi Uzune. L'anime qui nous intéresse a été réalisé en 2004 par Takayuki Inagaki. C'est une saison en one-shot de 24 épisodes. Pour ce qui est de l'histoire, nous suivons Kanta Mizuno qui porte fièrement le titre de Desert Punk ou Tsunabozu dans la version japonaise. C'est un chasseur de primes qui a la réputation de ne jamais abandonner un contrat, qui est cupide, qui est petit, qui est cruel, mesquin, bizarre, on dirait une sorte de Sarkozy post-apocalyptique, mais qui en plus de ça est pervers. Nous y voyons son parcours dans le grand désert du Kanto, contre désertique où s'il y avait encore une sécurité sociale, la crème solaire serait remboursée à 100% et qui est né d'une guerre qui a eu lieu vers l'an 3000, a modifié le climat de la Terre, rendant les conditions de vie très pénibles pour les descendants des survivants de l'humanité. Mais comme nous l'avons dit, univers post-apocalyptique dit aussi armes. Alors que dire sur les flingues que l'on voit dans cet animé? Du côté de l'animation, on notera un bon réalisme graphique. Les armes sont clairement inspirées de leur modèle d'origine de façon assez convaincante. Il en va de même pour le son, même si l'on a parfois l'impression que c'est la même bande son qui est utilisée pour deux armes différentes. Oula! C'est pas mal vu, tu sais. La mécanique est également bien respectée si l'on considère une petite chose simple que l'on ne retrouve pas partout, à savoir les douilles qui sont éjectées. Néanmoins, on peut difficilement passer à côté des cartouches roquettes du premier épisode, même si l'on ne les retrouvera plus par la suite. Dans tout l'animé, l'arme est un accessoire plus qu'un effet de style, ce qui est clairement dit dans l'épisode 14. Le plus important est de savoir comment l'utiliser et de quelle manière. Ainsi, il n'y a pas d'arme de type Deus Ex Machina, aucune capable d'exploser tout le monde d'une simple pression sur la gâchette. Chaque arme a ses qualités et ses défauts. Par contre, encore une fois, le coup des cartouches roquettes de l'épisode 1, ouais. Néanmoins, est-ce que les armes arrivent à nous fournir l'effet badass, l'effet waouh, c'est balèze, un effet de classe qui nous scotche à notre fauteuil de bureau et nous oblige à faire un petit retour sur vidéo juste pour revoir l'instant précis qui nous a laissé admiratif? C'est toujours un choix personnel que de décider ça. Alors pour ma part, c'est l'épisode 14 qui me plaît le plus et qui concentre le plus d'effets badass de toute la série. Le ting du maître, le
trou qui est creusé, le tir sur cible. De fait, en fait, l'épisode entier est une leçon sur la meilleure utilisation d'une arme, mais encore plus, pour ce qui est du scénario, il nous apprend énormément sur le potentiel de Kuzuna, l'apprenti de Desert Punk, et qui semble réellement prometteur. Alors, pour ce qui est des défauts, il y en a bien. Déjà, un tank Overcraft, aéroglisseur. Non mais c'est quoi ces conneries? Dans la vie réelle, jamais un truc pareil ne fonctionnerait. Bon, ok, d'accord, admettons. Mais il y a un autre défaut plus physique celui-ci, les Machine Gun Brothers, où frères Kawaguchi sont, comme leur nom l'indique, spécialisés dans les mitrailleuses. Et là, alors autant pour Akio SAM 249 SAW, ok. Pour Haruo SAM 60, d'accord. Mais autant pour Fuyo et sa Browning M2 calibre 50, là, non. Car même des steaks comme Schwarzy et Stallone à la grande époque ne peuvent pas porter les 38 kg de cette arme en bandoulière. Un truc aussi lourd qui en plus a une force de recul très élevée ne peut pas être utilisé comme une arme classique. C'est physiquement impossible. Alors au final, dans l'ensemble, l'animation et l'utilisation des armes dans cet animé sont très réalistes, mis à part quelques défauts. La seule chose qui pour moi manque de réalisme, et là c'est au niveau du scénario, c'est la suivante. Comment, alors qu'ils sont au-delà de l'an 3000, peuvent-ils encore trouver des armes datant du XXe siècle? Les explications données dans la série ne marchent que dans le cas de figure qui va suivre, que les armes originales aient été découvertes dans des caissons hermétiques conçus pour traverser les âges et qui auraient été mis à la disposition de musées. Il faut comprendre que les armes qui avaient leur usage en l'an 3000 auraient une différence technologique d'un millénaire avec les armes que l'on retrouve dans la série. Il n'y a qu'à voir les progrès que nous avons faits en 1000 ans, lorsque nous sommes passés de ça à ça. Alors, il y a bien des armes de l'an 3000, mais elles sont bien peu représentées, et c'est pourtant ce niveau technologique qui devrait être trouvé plus couramment dans les ruines. Bon. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'anime Desert Punk, les armes sont particulièrement bien représentées. Bon, après on peut encore se demander ce qu'elles font dans un animé qui a lieu théoriquement plusieurs centaines d'années après l'an 3000. Mais bon, on peut se dire que c'est une question très secondaire. Et bien voilà, c'est la fin de cette première vidéo de Gunzen Animé. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien. Allez, tchuss. C'est pas bon le post-apo pour les armes, ça les rouille, ils sont dégueulasses après, il y a de la poussière partout.